On a toutes, à un moment ou un autre, dit oui à des choses auxquelles on aurait dû dire non. On a toutes, à un moment ou un autre, accepté de faire des choses pour faire plaisir ou être bien vu à notre détriment, jusqu'à ce que quelque chose de grave se passe et en général, cela a un rapport avec notre corps et là, on est obligé de dire non. Qu'est-ce qui fait que les femmes acceptent si souvent de ne pas poser des limites? C'est le sujet de la vidéo que je vous propose aujourd'hui, mais avant, je vais me présenter. Je suis Farma Tasso et j'accompagne les femmes cadres et dirigeantes à élaborer une stratégie de développement professionnel à la suite d'un licenciement économique, d'un PSE ou d'une restructuration d'entreprise ou même d'une évolution en interne. Le but est qu'elles puissent retrouver une évolution professionnelle sereine, respectueuse de leur équilibre. C'est vrai que j'ai rencontré énormément de femmes qui sont dans des situations où elles ont beaucoup de responsabilités au travail, donc des postes à responsabilité, elles sont cadres, elles dirigent des équipes, mais en même temps elles vivent des situations personnelles très compliquées, des vies de couple où elles vivent des violences de type psychologique ou physique. Malheureusement, leur statut fait qu'elles n'en parlent pas parce que c'est un peu honteux, que c'est un peu voilà, c'est des situations en tout cas qu'elles gardent beaucoup et qu'elles cachent beaucoup. Elles ont aussi une gestion familiale compliquée parfois, avec des parents vieillissants qui leur prennent beaucoup de temps et d'énergie. Tout ça s'accumule en fait avec les responsabilités professionnelles. Et quand elles ne sont pas dans ces situations, ces femmes cadres font carrément l'objet d'abus au travail. Par abus, j'entends, des employeurs qui savent parfaitement qu'elles sont célibataires et sans enfants et qui considèrent donc qu'elles sont hyper disponibles, qu'elles sont donc corvéables à merci. Ces femmes-là, souvent, on les voit rester à pas d'heure, dans les entreprises, travailler sans limite et n'avoir quasiment aucune frontière entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Malheureusement, ce sont des situations assez récurrentes. On a aussi les mères célibataires qui, sont dans des situations d'abus au travail, pas uniquement parce qu'elles sont célibataires, mais aussi, surtout, parce qu'on voit qu'elles ont un enfant à charge et que, bon, forcément, elles doivent, pour maintenir un certain niveau de revenu, travailler et donc on abuse de ces situations pour les pousser, à se surinvestir au travail. Évidemment, je parle de situations que j'ai connues, que j'ai même vécues parfois à titre personnel. Je me suis posé des questions évidemment en me disant: «Qu'est-ce que je voulais vraiment? Quelle vie je voulais créer pour ma fille et pour moi-même?» Et évidemment, je ne me voyais pas vivre dans une situation de stress permanent ou de stress continu jusqu'à mes 60 ans. Comme toujours, hein, la vie nous amène des exemples et pour nous alerter et nous faire comprendre, pourquoi on ne doit pas prendre cette direction. Et donc j'ai vu à titre personnel, des amis, des proches, qui ont littéralement payé de leur santé, le rythme infernal qu'elles s'étaient imposé à elles-mêmes, pour rester, dans la course, on va dire. Qu'est-ce qui fait que les femmes, plus que les hommes, soient sujettes à ce type de situation? J'aime bien amener la sociologie parce que c'est vraiment, une matière que j'aime beaucoup, pour expliquer les comportements humains. On a une sociologue américaine qui s'appelle Nancy Chodorow qui explique très bien, le phénomène de socialisation des femmes qui se fait dès l'enfance. Et donc effectivement, les femmes, leur premier rapport avec la vie, on va dire, leur première rencontre et leur première interaction avec le monde, se fait généralement en lien avec la mère. Donc c'est la relation mère-fille qui détermine un peu la façon d'être au monde et la façon de se comporter. Les filles, en fait, se construisent souvent en mimétisme avec le modèle de la maternité, en miroir à l'image de leur propre mère, dont le rôle social est en fait dédié aux soins des autres, comme dans toutes les sociétés. Et donc il y a une flexibilité des limites qui est importante et un don de soi qui est parfois illimité, et ça ne s'arrête pas juste à la sphère familiale. Pour les femmes cadres, même si c'est inconscient pour certaines, qui n'ont pas d'enfants par exemple et qui ne sont pas encore mères, cette logique de dévouement et de surinvestissement émotionnel peut aussi s'appliquer à l'employeur, aux clients, etc. Donc la difficulté à poser des limites se traduit concrètement par un surengagement, une surestimation de ses capacités quand il faut par exemple respecter des deadlines impossibles ou qu'on travaille avec pas assez de moyens, comme c'est souvent le cas dans les entreprises. Il y a aussi une hyper-responsabilisation des problématiques professionnelles, comme s'il s'agissait de problématiques personnelles. Donc on intègre ça comme un sujet personnel. J'ai en tête une femme cadre que je connais et qui parlait en fait de problèmes de facturation comme si c'était son propre argent en disant: «Ils m'ont fait perdre tant d'euros». Alors attention, je ne dis pas que ce type de comportement touche uniquement les femmes, parce qu'évidemment, dans le monde de l'entreprise, le management par l'affect a très bien fait son travail et c'est très bien généralisé et donc on a des hommes aussi qui ont des comportements, de surinvestissement au travail. Tout le monde évidemment peut être concerné, mais pour les femmes, c'est particulier parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec la construction identitaire de la féminité. Et donc forcément, ce sont elles qui paient le prix fort des logiques de surinvestissement, émotionnel au travail. Malheureusement, parfois, ce surinvestissement est chevauché par une gestion personnelle très difficile
Et là, ben, forcément, sur le long terme, on est sur une situation assez intenable. À un moment donné, le changement devient inévitable. C'est une question de survie, c'est une question de santé. Que ce soit pour obtenir un poste mieux rémunéré, qui offre, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ou alors tout simplement à la suite de restructuration d'entreprise ou d'un PSE, repenser sa carrière et revoir un peu comment on a envie de continuer à travailler. Il est important que les femmes, en fait, à un moment donné, puissent prendre la main sur leur carrière et pas seulement à des fins économiques, mais aussi, surtout, à des fins d'équilibre entre, leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Par équilibre, j'entends évidemment qu'elles n'aillent pas reporter le surinvestissement émotionnel de la sphère professionnelle dans la sphère familiale, mais plutôt qu'elles prennent le temps de prendre soin d'elles-mêmes, de s'écouter, d'écouter leur santé physique et mentale en priorité pour pouvoir du coup redonner positivement de l'énergie à leur vie professionnelle. Il est possible hein, d'ouvrir d'autres voies en mettant en place des solutions concrètes et en passant à l'action. Je fais partie des personnes qui aiment beaucoup le télétravail. Donc par action concrète, j'entends faire plus de place pour soi, pour prendre soin de soi, et aussi poser des limites, comme cette personne des ressources humaines que j'ai accompagnée, qui a instauré une règle plus claire, à partir de 19h plus de mails. Donc son équipe effectivement a pas vraiment compris, a été surpris, mais finalement, elle a gagné en respect par rapport à ça et elle est aussi devenue plus équilibrée dans son quotidien professionnel et personnel. On doit aussi se donner le droit de ralentir. Quand on ne va pas bien, s'autoriser à ne pas aller bien et à se reposer. Je pense à une directrice commerciale qui vivait une situation compliquée et en fait, elle a décidé de déléguer un peu plus et donc du coup, ça a eu des effets positifs sur son équipe, puisque son équipe, du coup, a vraiment apprécié cette délégation et a eu plus confiance. Prendre soin de soi, en fait, c'est la base. C'est vraiment la base. Écouter son corps, parce que le corps envoie des messages qu'on n'est pas toujours prêt à entendre, mais il faut l'écouter parce qu'après, ben, c'est la maladie et la maladie oblige à se reposer. Donc plutôt que d'attendre la maladie, il vaut mieux écouter les signaux de son corps et prendre soin de soi à partir de ça. Donc voilà, travailler à un rythme beaucoup plus respectueux de ses cycles, utiliser le télétravail aussi pour respecter ces cycles-là, quand c'est possible. Faire tout pour éviter l'épuisement dû au temps de transport et à la surcharge mentale au travail. Malheureusement, en France, on est encore loin de valoriser un leadership différent. On n'aime pas trop le télétravail, par exemple. La performance se mesure vraiment à l'aune de la «présence», entre guillemets. Or, il est vraiment possible de créer un autre leadership pour permettre de maintenir les équipes plus longtemps dans les postes, parce qu'il y a beaucoup de turnover, et améliorer la qualité de vie. Je fais partie des gens qui sont convaincus que les changements sociétaux seront majoritairement portées par les femmes à l'avenir et que par leur comportement et le soin qu'elles apporteront à elles-mêmes, et cette recherche d'équilibre, qu'elles vont pouvoir mettre en place dans leur vie, nous allons influencer les hommes et nous allons permettre aussi, de créer des sociétés plus respectueuses de l'équilibre et de la nature humaine, mais aussi la nature au sens large. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter et je vous dis à très bientôt.